En 1891 est constitué le syndicat de la manufacture des tabacs de Dieppe, affilié à la Fédération nationale des tabacs et allumettes qui participa à la création de la CGT en 1895 au congrès de Limoges. Ce syndicat, dirigé par Rosa Leroy, cigarière, qui regroupe dès sa naissance 500 femmes et 40 hommes, va jouer un rôle important dans l'histoire sociale de la région. Nous sommes en 1912. Plusieurs délégués du syndicat sont rassemblés autour de Rosa Leroy. Une discussion s'engage. La retraite à 60 ans, ce n'est pas du luxe. Il en a fallu du temps et des grèves pour l'obtenir. Oui, c'était la principale revendication de la fédération. Souvenez-vous, les filles, il n'y a pas encore très longtemps avant que le syndicat existe. Quand vous aperceviez un contremaître changer de couleur, quand c'était le directeur, vous perdiez la tête. Aujourd'hui, vous ne craignez plus personne. Le syndicat et la grève ont changé la donne. La retraite à 60 ans est une réalité, mais ce n'est pas parfait. Cotiser 30 ans pour en bénéficier, c'est dur, trop dur. Peu d'entre nous y parviennent. Oui, et dans quel état? C'est vrai que nous ne sommes pas si nombreuses à arriver jusqu'à cet âge. Avec tout ce tabac chiqué, le tabac prisé, le tabac pour les cigares, pour les cigarettes, pour les pipes, on est complètement imbibé de nicotine. On meurt trop jeune. Nous voulons une retraite pour les vivants, pas pour les morts. Les médecins, vous savez ce qu'ils disent? Ils appellent ça le nicotinisme, un drôle de mot. En fait, ça veut surtout dire qu'on casse notre pipe de bonheur. Et la crèche? Vous vous souvenez de la crèche? Moi, c'est ma belle-mère qui m'a forcé mon petit pendant l'heure du midi pour que je puisse lui donner le sein sous le porche. Moi, c'est pareil. J'ai préféré arrêter de travailler durant tout le temps du sevrage. Mais je ne vous dis pas l'ambiance à la maison. On n'avait plus un sou. Toutes les autres manufactures avaient obtenu l'installation d'une crèche, mais pas nous. Le conseil municipal de Dieppe avait voté une délibération pour soutenir notre revendication, à l'unanimité. Mais on n'a rien vu venir. Duquesnoy, notre sympathique directeur, comme dirait si bien un conseiller municipal, était durant toute cette période sourd comme un pot. Tout cela a duré longtemps, mais au final, il a cédé. Sympathique, à condition de ne pas toucher aux bénéfices. Oui, dans la foulée, ils ont quand même installé un réfectoire. Et puis, on trime 9 heures par jour. Avant, c'était 10 heures, voire 11. Il reste beaucoup de travail et de lutte avant de parvenir à 8 heures. Il faudra également qu'on discute de la semaine anglaise, qu'on ait au moins nos samedis après-midi de libre. Et puis, depuis l'année dernière, les filles, on a gagné 6 jours de congés payés. L'année prochaine, ce sera 12. Oui, c'est vrai qu'on souffle un peu. J'ai pu accompagner mon homme à la pêche sur la jetée un après-midi. Au retour, on est passé devant le casino. Les bourgeois et les aristos anglais étaient à la fête. On m'a raconté qu'au Tréport, ils ont creusé la falaise pour y installer un funiculaire. Il fait la navette entre la plage, le grand hôtel, le casino. Il ne se prive de rien. Oui, train de plaisir, disent-ils. Tu parles plaisir, surtout pour les dames de la haute qui s'encanaillent avec les beaux matelots. Un autre monde. Et tous ces vacanciers qui viennent par le train profiter des bains de mer à Dieppe, et qui logent aussi à l'hôtel et dans les villas. Mais comment font-ils pour avoir autant d'argent? Nous, ce n'est pas demain qu'on pourra se payer des vacances. Qui sait? Il faudra bien un jour que les choses changent. Pendant 10 ans, Rosa Leroy se dépensa sans compter, en s'attachant à ce que le syndicat règle les problèmes du quotidien et améliore l'hygiène et la sécurité, obtienne l'indemnisation des accidents de travail nombreux. Elle participe à de nombreuses délégations fédérales auprès des ministres et des parlementaires. Elle anima de nombreuses grèves, comme en 1898, contre l'augmentation du temps de travail, qui permit même de réduire d'1 heure la journée de travail en la passant à 10 heures. En 1899, contre les amendes et pour faire respecter les ouvrières. En juin 1902, pour combattre les avancements au mérite et les passe-droits, contre le harcèlement sexuel que certaines jeunes filles subissaient de la part des contremaîtres. Et enfin, pour obtenir, pour les femmes, un salaire égal à celui des hommes.
1936, aujourd'hui, peut se résumer à quelques images chocs. L'invasion des plages, des premiers congés payés, les grèves avec occupation d'usines transformées en guinguettes, autant de spectacles gravés dans la mémoire collective. Une année riche en événements majeurs qui a été précédée de grandes manifestations contre la montée de l'extrême droite et de grandes grèves engagées dans les services publics. La pression des travailleurs en faveur de l'unité syndicale est forte. Elle vient de connaître un épisode positif avec la réunification de la CGT. 2 jours après le 1er mai, la victoire du Front populaire est acquise au 2e tour des élections législatives. Le 11 mai, la première occupation d'usine dans notre pays vient d'avoir lieu. Nous sommes en juin 1936, retour de manifestation. Quelques militantes et militants de la CGT sont rassemblés. Une discussion s'engage. Quelle super manif! Je crois bien qu'on était encore plus nombreux que le 1er mai. On était plus nombreux. L'unité et le résultat des élections nous ont fait du bien. Les fascistes ont intérêt à faire profil bas. Les patrons aussi. À la viscose, à Arques, ils ont menacé de faire grève. La direction a tout de suite négocié, ils ont la trouille. Ouais, les camarades du chantier de la Manche, au Pollet, ont mis bas les marteaux. Chez Maillard, à Angeville, c'est chaud bouillant. La scierie de la Manche est aussi dans le coup. C'est le moment ou jamais de constituer des syndicats. Il paraît que ça a démarré chez Gréguet, je crois. Une occupation d'usine, ça s'était jamais vu. Bah, la direction refusait de réintégrer 2 militants. Ils ont osé occuper l'usine. La direction a cédé. Une telle action remet en cause le sacro-saint principe de propriété capitaliste. Ils se sont emparés carrément, emparés de l'outil de travail. Emparés de l'outil de travail. Ils ont même pris en otage un hydravion. C'était la fierté et le fleuron du patron. Et ils s'en sont servis comme un levier d'action. En attendant, ne perdons pas de vue que les patrons restent les patrons. Et des patrons de combat. Sitôt l'orage passé, vous pouvez être sûr qu'ils vont chercher à pas respecter les accords de Matignon. Oui, tu as raison. Dans ma boîte, je vais demander l'application des conventions collectives. La grille des salaires doit devenir tout de suite applicable. Il ne faut pas leur laisser le temps de souffler. Avec les 40 heures, on va travailler un peu moins, sans perte de salaire. Les patrons n'apprécient pas. Ils sont furieux. J'ai lu dans la Vigie que les chambres de commerce affirment que la mise en place des 40 heures vont faire peser sur l'économie française une charge intolérable. Oui, toujours le même refrain. Vous parlez des 40 heures, des conventions collectives, d'accord? Vous avez raison. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans. Pour nos gosses, c'est formidable. L'instruction, c'est primordial. C'est peut-être la seule chance pour nous, les ouvrières, de s'en sortir. Et puis pendant que je vous tiens, je vous ai pas entendu parler des 3 femmes qui sont aujourd'hui ministres au gouvernement, alors qu'on n'a même pas encore le droit de vote. Irène Joliot, Curie, à la recherche scientifique. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, ça nous dit quelque chose. Le vote des femmes, la retraite, tout ça ne se fait pas d'un seul coup. Certes, mais je vous le dis, ne criez pas trop victoire, parce qu'il faudra bien remettre l'ouvrage sur l'établi. Oui, ma petite fille ou mon petit-fils diront sûrement un jour « La lutte continue, on ne lâche rien !» Et les congés payés, jamais j'aurais cru franchement que les patrons accepteraient de nous laisser payer à rien faire. 2 semaines entières, rien que ça, c'est Byzance. Je me trompe peut-être de grève et d'époque, mais je crois qu'on a bien fait d'être réaliste en demandant l'impossible. Sous les pavés, la plage. Cours vite, camarades! Le vieux monde. Le vieux monde. Le vieux monde est derrière toi! La grève. La grève en 1936 est assurément un cri de délivrance. Enfin, on respire. C'est la grève. Des années de crise, la même peur, la même fatigue. Mais le spectre du chômage aussi, et plus de misère. Et brusquement, l'unité syndicale qui se réalise, la victoire électorale, le sentiment qu'on constitue une force et confusément une prise de conscience. On peut enfin faire grève, sans police, sans garde mobile. Enfin, le gouvernement serait bienveillant,
enfin du moins neutre. La presse, à la solde du patronat, peut déverser leur haine, la certitude qu'on peut construire ensemble quelque chose de nouveau à gagner les masses. Au plus dur de la période qui va suivre, cette certitude éclairera l'espoir. La force des grèves a accéléré la mise en œuvre des mesures sociales inscrites dans le programme du Front populaire. Les salaires vont être augmentés de 7 à 15%. Les délégués d'atelier vont pouvoir être élus. Les 40 heures sans diminution de salaire sont acquises. Les conventions collectives se généralisent. La loi instituant un congé annuel de 15 jours dans l'industrie, le commerce, les services domestiques et l'agriculture a été adoptée par l'Assemblée nationale par 563 voix pour et 1 voix contre. Nous sommes le 12 juin 1936. La loi sur les congés payés vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Une discussion s'engage entre les manifestants. Certaines professions y avaient déjà droit. Ce n'est que justice que tout le monde puisse en bénéficier. En ce qui nous concerne, nous, à Dieppe, on n'a pas allé très loin pour voir la mer. J'ai observé que l'accord sur les délégués d'atelier était passé comme une lettre à la poste. En revanche, sur les salaires, les patrons étaient foudrages. J'ai lu le compte-rendu de la négociation. Un patron n'en revenait pas. Mais quand les ouvriers ont-ils vu une augmentation de cette importance? Le camarade Benoît Frachon lui a répondu sèchement: « Et quand donc, en France, avez-vous vu un mouvement ouvrier de cette importance ?» La messe est élite. Les dirigeants de notre syndicat et ceux du gouvernement ont interrompu leur discussion pour se rendre au rassemblement ou au vélodrome d'hiver. L'UMA dit qu'ils étaient plus de 60 000. Les discussions ont repris à 23 h. 2 heures après, c'était bouclé, y compris sur les 40 heures. La discussion sur la loi sur les congés a été rapide. Oui, la droite a un peu ergoté sur les apprentis et les ouvriers agricoles. Un député de droite a même déposé une question préalable qui n'avait rien à voir avec l'ordre du jour pour parler de la situation à Paris. Il a déclaré que dans son hôtel, les salariés occupaient l'hôtel. Et finalement, il a aussi croisé, dit-il, des Anglais qui repartaient de toute urgence à Londres de peur de la Révolution. À l'arrivée, la loi a bien été votée. Un texte de loi court, mais révolutionnaire. Avec les 40 heures et les congés payés, dorénavant, le temps libre devient un droit. Moins de temps de travail. Le week-end de 2 jours et consécutif est à portée de main, mes camarades. Je vais m'acheter un vélo, peut-être un tandem, une toile de temps. La mer, on connaît. Alors je vais aller à la campagne. Le tandem, c'est le vélo des amoureux. Oui, enfin, à condition que les forces ne portent pas sur une seule personne. Tu parles pour moi? Et même si on vit au bord de mer, j'ai hâte d'en profiter, j'en suis pressée. Ras-le-bol d'être rivé à ma machine, j'ai du jardinage et je compte emmener les enfants se promener en randonnée. Ici, ce ne sont pas les chemins qui manquent. L'extrême droite se déchaîne. Ils nous décrivent comme des salopards en casquette qui vont polluer les paysages et les plages. Du temps libre, du temps pour soi, une vraie révolution culturelle. Bientôt, vous verrez, il y aura des maisons, des auberges de jeunesse et des campings partout. On a même aujourd'hui un ministre chargé du sport et des loisirs qui vient annoncer un billet de train populaire annuel. En 1936, l'objectif était double. Améliorer les conditions de travail en leur accordant plus de temps libre et lutter contre le chômage en partageant le travail disponible. Ces 2 lois, les congés payés et les 40 heures, constituent le socle de l'héritage social du Front populaire. Écoutons ce que disait Marcel Dufriche, secrétaire de l'Union locale des syndicats CGT réunifiés de l'agglomération dieppoise en juin 1936. Avant le mois de juin 1936, il existait à Dieppe et depuis longtemps une union locale des syndicats, mais elle ne comprenait
qu'un petit millier de syndiqués. Des cheminots, la manufacture des tabacs, quelques marins et les syndicats des fonctionnaires. Des efforts nombreux avaient été tentés pour organiser les ouvriers de l'industrie privée. Mais, bien que cela ne soit pas un monopole, nous avons le privilège d'avoir à Dieppe un patronat particulièrement réactionnaire, qui dans le passé affamait les ouvriers coupables de vouloir se syndiquer. Aussi, ni les métallos, ni les gens du bâtiment, ni les dockers n'avaient de syndicats. Vint le mois de juin. Pour tous ces travailleurs, brimés dans leur liberté, exploités on ne peut plus honteusement, ce fut la délivrance. Vous avez vécu ces journées, je ne les décrirai donc pas. Je veux simplement faire part du réconfort que les militants éprouvèrent lorsque de Luneray, de Geur, d'Auffay et d'ailleurs, on nous appelait aussi. Quoi ? Dans ces campagnes normandes qu'on dit totalement soumises aux joues patronales, des femmes occupaient les usines. Pour ma part, camarades, c'est dans ces villages que j'ai senti le plus fortement l'esprit de classe des travailleurs de notre pays. Ainsi, à l'unisson de toute la France laborieuse, notre région a vécu 3 semaines environ cette page d'histoire du mouvement ouvrier. Voilà dans cette belle gare, place Pierre-Sémar, du nom de l'ancien secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, résistant, fusillé le 7 mars 1942 durant l'occupation. Lorsque Léo Lagrange, le nouveau sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, décide d'émettre des billets populaires annuels avec une réduction de 60%, les compagnies ferroviaires Rhône-Alpes. Le gouvernement est obligé de les menacer de nationalisation pour les convaincre à baisser leurs tarifs. Finalement, ils vont se retrouver bénéficiaires pour la première fois depuis 1928. C'était reculer pour mieux sauter, puisque le 1er janvier 1937 est créée la Société nationale des chemins de fer, la SNCF. C'est ici, dans cette gare, entre autres, que les premiers estivants sont arrivés. On n'est pas prêt d'avoir les moyens de s'acheter une voiture. Reste le vélo. Pour profiter de l'herbe à la campagne ou aller au bord de l'eau. Oui, le camping, c'est bien, mais c'est pas très confortable. Le pique-nique à la plage suffira à mon bonheur. Il paraît qu'ils vont organiser des concours de château de sable. Les enfants vont être sacrément contents. Moi, je vais ressortir mes boules pour la pétanque et une pousse pour la pêche à pied. Pour le pique-nique, on va faire comme à la maison. Pas de folie, on n'a pas les moyens. Un petit casse-pied campagnard et c'est tout. Bon, et l'apéro? Je m'arrange pour ramener les aniselles. Toi, tu t'occupes du quinquina. Pour ceux qui veulent du bonnet ou de la bière, avec des grenouilles. On sera une belle équipe. Tu l'as déjà fait sa vie pour gagner des années. Quand on a fait son entrain sans tout truc quotidien, suis propriétaire, pire secteur de boulangère, et travaille ses biches. Des petits oiseaux suffit pour que tous les jours s'en quand est-ce
Je connais des gens cafards qui transforment les cheveux et le ils dépensent des taxes pour découvrir des pays. Un mois ça me fait de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est tout, Paris nous semble une prison. On a le cœur de chansons, l'eau de fleurs, à l'envers, et des bananes sous le pachet. Chagrin de cœur, de l'Est, tout est noyé dans le temps. On se dimanche, au tribunal, les petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent. Quand on se promène, Et non, il descend, je sais pas qui m'a perturbé de chanter tellement bien. Voilà, je leur demande, tu verras pour mieux. Descends juste, ouvre le porte. Et je mets même mon Marcel. T'oublieras pas d'enlever ta casquette. J'en connais un, il n'enlève jamais sa casquette. Moi, je me suis trouvé un petit maillot, donc tiens, je l'ai mis. Ah oui. Ah bah oui, ça. Je vais m'emmener un livre sur la plage. Tu lis quoi? Un camarade m'a conseillé les cloches de balle. Arago. Il m'a fait toute une liste de bouquins. Moi, je n'ai pas fini les titres. Moi, je me suis trouvé un poème. Un gars, il s'appelle Jacques Prévert. J'ai adoré. Je vous le lis. C'est pas trop long. Devant la porte de l'usine, le travailleur se s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne, il regarde le soleil tout rouge, tout rond, souriant dans son œil de peine et cligne de l'œil. Familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron? Ouais. Vous êtes bien gentil. Mais moi, je préfère aller au cinéma. Moi, j'ai vu La vie est à nous et Les temps modernes. Il y a plein de films qui sont vrais, c'est vrai. Ouais, bah enfin, vous savez quoi? Tout ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine! Et dans tant de circonstances, c'est folie inutile. Que possible entre mes chances, dis toujours que ça n'est rien. Tout cela n'a pas d'importance, et lorsque vous réfléchissez, ça va. Tu l'as fait jusqu'à la tire. Ça va que tu n'as pas du d'abord. Ça va que c'est la vie. Ça va que tu as des têtes comme si j'ai fait. Ça va que tu as des ça. Ça va que tu te la marine. Ça va que tu te invité chez lui. Sa maison est du 15e, c'est vieux, mais c'est très gentil. Admirant ses jolies choses, je lui demandais soudain où sont donc les water-choses. Il me dit chez le voisin. Ça va. Ça va.
Collade éclata. Il y avait d'autres bonnes qui ne jouaient pas. Le chef de voyageuse lui dit: Nous jouons un danseur, et vous jouez sans fêteuse. Mais que ça peut faire. Ça va. Moi, je sais pas. Mais je préfère Mireille. Coucher dans le foin avec le soleil pour témoin. C'est Bella qui vient de rester. Prêt pour partir sur le petit chemin qui sent la noisette. En attendant. En attendant, il faudrait peut-être les arroser dignement. C'est que j'ai payé durement gagné. Oui, on pourrait prendre un petit coup de blanc. Et on pourrait même le voir sous la tonnelle. Ne rêve pas trop. Un petit vin blanc, on va s'étonner. Tu repasseras, la chanson n'a pas encore été écrite. Nous voici arrivés au terme de notre manifestation que nous avons voulu à la fois syndicale, artistique et festive. 1936 évoque surtout dans la mémoire collective les congés payés. Et ce fut aussi un foisonnement de grèves et de manifestations, une victoire politique avec le Front populaire et une explosion de la création culturelle dans tous les domaines. Et bien sûr, les 40 heures, les conventions collectives et la reconnaissance du fait syndical avec les délégués d'atelier. On peut relever les mots de 1936. Le bonheur, la paix, la République, le peuple, la justice, la liberté et naturellement l'espoir. On peut aussi relever les formules de 1936. Le pain, la paix, la liberté. Une France libre, forte, heureuse. L'exaltation de l'homme qui soudain redevient maître de lui-même et de son avenir. Gardons cet esprit de 1936 avec les militants d'aujourd'hui. de la part des inactions et leur talent. From
of the blind, the one-eyed man is king. The planet's on fire, peace remains a dream. Where you gonna run when humiliated multitudes ride? Where you gonna hide when the steel rain falls from the sky? Are you ready to die for that? Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère!